Claude Allègre, j'ai envie de commencer par une petite question stupide de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, comme le disait un journal récemment, que le réchauffement climatique marque une pause? Oui, il marque une pause, effectivement. Il n'y a qu'à regarder les données. Depuis 10 ans, il y a une stabilisation et même une légère décroissance du climat. Et il y a des gens qui prédisent qu'on va rentrer dans un petit âge glaciaire pendant 20 ans. Moi, je suis très sceptique sur les prédictions climatiques, aussi bien sur les alarmistes du réchauffement que sur le refroidissement, parce que je pense que le système climatique est d'une complexité absolument extraordinaire. C'est une science qui date de à peu près 15 ans et qu'on a remplacé la connaissance par des modèles d'ordinateurs. Et je vais vous dire, ça ressemble tout à fait à ce qui s'est produit dans le modèle de la finance. Il faut savoir, revient à la bulle qu'évoquait Christian. Il faut savoir que quand vous avez un jeune thésard qui arrive dans ce domaine, plutôt que d'aller faire des mesures, et qui en plus dans ce domaine sont très difficiles parce qu'il faut avoir des mesures mondiales, donc il faut passer par des mesures de satellites, des calibrations, etc. C'est bien plus simple de prendre un modèle, de modifier 12 paramètres. 3 mois après, on a une publication dans une revue internationale. Donc les modèles ont pris une importance fantastique. Alors maintenant, il y avait le modèle du réchauffement, maintenant il va y avoir le modèle du refroidissement. Moi, je suis sceptique sur les deux. Je voudrais simplement vous faire remarquer la chose suivante. Il y a plus de différence, la grande différence entre l'hiver et l'été. Et il y a une différence qui est d'un facteur 5, beaucoup plus grande qu'entre les glaciaires et interglaciaires. Entre le jour et la nuit, il y a 10 degrés de différence. Donc quand on nous dit, dans Paris, la température a augmenté de 3,5 degrés, là on le sait par l'observatoire du parc Montsouris, depuis le début du siècle. Pas troubler d'une manière exagérée les Parisiens. Donc quand on vous raconte que dans un siècle, la température va augmenter de 2 degrés et que vous voyez les gens du G8 signer avec grande pompe le fait qu'on va empêcher qu'elle croisse de 2 degrés, honnêtement, un peu de bon sens ferait pas de mal dans cette affaire. Ceci d'autant plus, je le dis d'autant plus décontracté, que je ne suis pas un partisan de l'accroissement du gaz carbonique parce qu'il y a des effets secondaires qui sont beaucoup plus graves, à mon avis, que sur le climat, notamment sur l'acidification de l'océan. On aura l'occasion d'y revenir. Mais je pense que la panique qui est faite et de centrer, on va y revenir là-dessus, parce que moi je suis un défenseur des problèmes écologiques, des problèmes de la planète, avec, je vous le dirai, le fait, vous avez bien eu la gentillesse de rappeler mon livre, le fait que je ne crois pas rien de ce qui rentre dans l'économie et finalement rentre dans la vie. Si c'est quelque chose, si l'écologie doit être un truc d'interdiction, de taxes, etc., elle ne rentrera pas dans l'écologie. Et il faut qu'elle rentre dans l'économie. Tout à l'heure, j'entendais un problème sur les technologies. Moi, je vais vous donner un exemple de technologie. Vous avez sans doute, comme moi d'ailleurs, il y a 25 ans, quand on vous parlait du dessalement de l'eau de mer, bon, moi, ça paraissait qu'un truc un peu... c'était la quadrature du cercle. Aujourd'hui, il y a 20 000 usines qui dessalent l'eau de mer et on en installe une à Barcelone et les agriculteurs de la région bordelaise veulent en installer une pour faire des primeurs. Donc, le prix a chuté d'une manière extraordinaire. Donc, ça aussi, c'est la règle de l'économie. Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand j'étais jeune, il y avait un débat terrible sur les ordinateurs. Est-ce qu'on allait faire des ordinateurs qu'on appelait analogiques, et cette idée d'analogique est restée encore aujourd'hui dans la radio. Hein, on n'est toujours pas en la radio dans le numérique. Ou bien est-ce qu'on va faire du numérique? Et ça avait des débats terribles. Bon. C'est le numérique qui a gagné. Vous savez pourquoi il a gagné? Il n'a pas gagné pour des raisons théoriques, parce que l'algèbre de Boole était meilleure. Non, il a gagné pour des raisons économiques. Parce que si vous fabriquez un transistor qui fait oui ou non, vous pouvez avoir 30% d'erreur
ça dit toujours oui ou non. Si vous avez besoin de fabriquer un gadget électronique qui a 10 positions, il vous faut une précision extraordinaire et par conséquent, ça coûte très cher. Et ce qui a fait le succès du binaire, c'est l'économie. C'est parce que c'était bien meilleur marché de fabriquer des transistors que d'avoir des circuits compliqués. Donc je crois que c'est l'économie qui décidera des technologies qui vont venir par rapport aux diverses choses. Et c'est pour ça qu'il faut faire rentrer les choses dans l'économie. C'est la chose qui est absolument essentielle. Mais on ne peut pas, alors par contre, je suis un adversaire acharné de toute planification de savoir quelle technologie gagnera. Précisément, c'est la concurrence, c'est le marché qui décidera de quelle technologie gagnera. Et on n'a pas à dire, moi je ne sais pas aujourd'hui, je suis un grand partisan de la voiture électrique, je vous raconterai tout à l'heure des incidents qui se sont passés dans le gouvernement auquel j'appartenais à ce sujet, mais je ne sais pas si la voiture électrique, si demain par exemple, des choses que vous ne savez peut-être pas, maintenant on commence à trouver des gisements d'hydrogène. On ne savait pas qu'il y avait des gisements naturels, parce qu'on ne les cherchait pas. Bon, alors on trouve des gisements. Est-ce qu'ils vont être assez importants? Je ne peux pas vous répondre. Mais si jamais les gisements d'hydrogène étaient importants, la voiture à hydrogène, qui elle existe au point de vue technologique, redevient. On ne le sait pas. Je vais vous prendre un deuxième exemple. On a parlé beaucoup du photovoltaïque. Le photovoltaïque, il va beaucoup progresser. Mais pour fabriquer jusqu'à maintenant du photovoltaïque, il faut un métal qui s'appelle l'indium. Réserve mondiale aujourd'hui, 8 ans. 8 ans d'indium. Pourquoi? Essentiellement parce que c'est un métal qu'on n'a pas prospecté pour l'instant. On ne sait pas comment il ne se concentre pas comme un minerai ordinaire, etc. Donc il faut savoir que le risque va être permanent dans cette aventure. C'est une aventure formidable. Mais les économistes nous ont appris une chose, c'est que quand il y a un changement massif de technologie, ça correspond à une période de croissance formidable. C'est pour ça que je crois qu'on va vers une période de croissance, mais que sera-t-elle? Quelles seront les technologies? Je n'en sais rien. Moi, je voudrais vous dire, moi, je ne réduis pas le problème de la croissance verte au problème de l'énergie. C'est un problème important, ce n'est pas le seul problème. L'urgence mondiale, ce n'est pas le problème du climat. L'urgence mondiale, c'est le problème de la démographie. Et il faut bien, personne n'en parle, c'est là qu'est l'urgence. Non pas parce que la démographie mondiale va exploser, elle va passer par un maxima à peu près à 9 milliards, justement. Est-ce que ça sera 9 ou est-ce que ça sera 8 aux environs de 2050, ensuite probablement redécroître. Oui, mais entre-temps, il faudra nourrir, il faudra loger, il faudra accueillir 2 milliards de personnes. Mettez-vous dans la tête que chaque journée qui passe, 170 000 nouveaux terriens arrivent. 170 000, c'est-à-dire une ville moyenne tous les jours. Donc ça c'est un problème qui est un problème essentiel, mais dedans qui va toucher quoi? Qui va toucher l'eau, l'eau qui est un problème, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est le problème des réserves en eau. Et le problème, il y a aujourd'hui 15 ou 20 000 personnes qui meurent chaque jour par manque d'eau potable. Cette priorité, c'est la priorité numéro 1, le problème de l'eau. Et un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, y compris en France. Y compris en France, dans lequel, dans un certain nombre d'endroits, il y aura du manque d'eau. C'est le problème du recyclage de l'eau. C'est le problème du nettoyage de l'eau. Il y a quelqu'un qui est expert dans ce domaine, qui vient de rentrer et que je salue. Il y a le deuxième problème, c'est la nourriture. Alors vous avez des experts qui font des calculs mondiaux en disant de toute manière on peut nourrir tout le monde. Oui, on peut nourrir tout le monde à l'échelle du globe, alors à condition que les transports soient instantanés. Non, on ne peut pas nourrir tout le monde, et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas nourrir tout le monde. Parce que pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Et de l'eau, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que la moitié de l'eau des rivières
un tiers de l'eau des rivières est utilisée. Et que par conséquent, au risque de fabriquer, de dessécher des fleuves, on ne pourra pas pomper davantage. Par conséquent, l'agriculture ne se développera que dans les pays où il pleut.